Bonjour, je suis Jean-Michel Salin, chercheur en sciences de l'information au Collégium de Lyon et professeur à l'Université de Montréal. Je vous propose aujourd'hui de vous montrer la pertinence d'une théorie du document pour analyser la structuration du web. Je prendrai comme illustration trois des principales firmes du web du document, Apple, Google et Facebook. Pour commencer, qu'est-ce qu'un document? La question a souvent été posée sans réponse satisfaisante pour cet objet qui est pourtant omniprésent dans nos vies individuelles et aussi dans l'organisation de nos sociétés. Pour la plupart des textes réglementaires ou des normes, le document est un objet matériel ou électronique sur lequel est consignée une information. En anglais, on dira a record, un enregistrement. L'objet a une forme, l'information est un contenu, ce peut être un texte ou une image ou du son. Pourtant, un document ne se réduit pas à ces deux dimensions, la forme et le contenu, sinon tout écrit ou tout objet porteur d'information serait un document. Un document doit donc avoir un statut, une fonction. Au cours des siècles, cette fonction s'est affinée. Les deux principales fonctions du document sont transmettre et prouver. La fonction du document est mémorielle. On enregistre une information sur un objet, certes, mais c'est pour pouvoir la transmettre ou s'y référer. Un collectif de chercheurs réunis sous le pseudonyme de Roger Pédoc a proposé récemment de représenter le document sous trois dimensions: la forme, le contenu ou le texte et le médium. Ce que l'on peut résumer par trois participes passés: le vu, le lu et le su. La première dimension du document est la forme, elle est anthropologique. Il s'agit du rapport de notre corps, de nos sens à l'objet document. Le document doit pouvoir être repéré, il doit pouvoir être vu. Nous sommes capables, par exemple, de dire que cela est un livre, car cette forme nous est familière, nous la connaissons depuis l'enfance. Nous sommes tout aussi capables de feuilleter ce livre. La seconde dimension du document est intellectuelle. Il s'agit du rapport de notre cerveau au contenu de ce livre. Nous sommes capables de décrypter ce qui est inscrit dans le livre car nous l'avons appris à l'école. Cette fois, le livre ne doit plus être simplement repéré par sa forme. Cette dimension met en avant la signification. Le livre doit pouvoir être compris et lu. La troisième dimension est sociale. Il s'agit du rapport du document à notre humanité, à la société, quelle que soit sa forme ou quel que soit son contenu. La transmission, dans le cas du livre, passe par l'acte de lecture. L'information mise en mémoire par l'auteur est assimilée par le lecteur. Et dans le cas général de la société, le livre se transmet, se partage. Il fait partie de notre mémoire collective. Cette dernière dimension insiste donc sur la fonction du document, la capacité de son contenu et de sa forme à dépasser la barrière de l'intime et du temps, sa capacité donc à être sue. Chacune de ces dimensions a sa propre logique et pourtant elles sont interdépendantes entre elles. Un document, pour être pertinent, doit intégrer chacune des dimensions et les coordonner entre elles. Ces trois dimensions du document, forme, texte et médium, fournissent une grille tout à fait pertinente pour analyser toute une série de situations documentaires, en particulier les stratégies des firmes qui ont investi le web documentaire et qui sont très marquées par leur culture propre. Attention, l'ensemble de ces dimensions est présente dans toutes les stratégies, mais chacune met l'accent sur l'une des dimensions qui correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui son avantage concurrentiel. Apple réalise l'essentiel de ses profits par la vente de machines. Il met en avant le design. Par ailleurs, il verrouille la vente de contenu, la musique par l'iPod et bien d'autres documents aujourd'hui par l'iPhone ou l'iPad. Mais pour lui, ce marché du contenu reste secondaire. L'accent est mis sur la conception des machines. Il privilégie donc la dimension anthropologique, celle de la forme. Par parenté, il adapte au numérique le modèle de l'édition qui vend des objets et protège le contenu par la propriété intellectuelle. Google, pour sa part, a bâti sa fortune sur la deuxième dimension du document, la dimension intellectuelle, celle du contenu, son savoir-faire et l'ingénierie linguistique qu'il a mis au service de la recherche des documents. Par la vente de mots-clés aux annonceurs, la firme de plus a réussi à le valoriser commercialement. Ici, la forme du document est secondaire. On le retrouve à partir d'une intense lecture industrielle
pour reprendre la formule d'Alain Giffard. Google a, par parenté, ainsi réussi à commercialiser un espace qui se trouvait jusqu'ici hors marché, celui des bibliothèques, des archives et des institutions documentaires. Pour cela, il a adapté une technique connue des médias, la captation de l'attention des lecteurs pour la vendre aux annonceurs. Enfin, d'autres firmes privilégient la troisième dimension du document, le médium. Facebook est la plus connue. Son savoir-faire est de relier les internautes par un graphe social, dispositif qui permet la transmission et la recommandation documentaire. Mais pour se rentabiliser, la logique alors s'inverse. Les documents ne sont plus que des vecteurs qui relient entre eux les humains. On pourrait presque dire, comme Olivier Arscheid, l'homme est un document comme un autre. En effet, les techniques documentaires sur le web indexent les individus, à la fois dans leur forme, dans leur identité, dans ce qu'ils sont, mais aussi dans leur contenu, dans leur comportement, dans ce qu'ils font. L'objectif est d'utiliser ce savoir comme un outil marketing pour personnaliser les offres commerciales. Reste que la valeur économique de cette stratégie n'est pas encore démontrée. On en perçoit les potentialités qui font rêver les uns et cauchemarder les autres. Certaines rentabilités pointent, mais il n'est pas sûr qu'à terme, l'homologie individu-document soit éthiquement supportable et économiquement rentable. Reste qu'en privilégiant trop une seule de ces dimensions, ces firmes sont prises dans une fuite en avant. Apple doit renouveler continuellement son parc de machines, Google ne rémunère pas le contenu qui pourtant le fait vivre, et Facebook confond son nombre d'abonnés et son nombre de clients. La théorie du document suggère, elle, que la solution se trouve dans la mise en cohérence des trois dimensions, le vu, le lu et le su. Une des tentatives les plus abouties est la mise au point des appareils mobiles 3G. On y retrouve la forme que l'on peut mettre dans sa poche, la possibilité de naviguer sur le web pour trouver le contenu, et enfin la relation par le carnet d'adresses ou le carnet de contacts qu'on a dans la machine. Ce pourrait être donc le néo-document du XXIe siècle, à condition bien sûr que les firmes renoncent à verrouiller les marchés à leur seul profit. Ainsi, cette théorie du document fournit une grille intéressante pour analyser les stratégies des principales firmes qui interviennent sur le web documentaire. Il m'aurait fallu plus de temps pour la développer, mais mon objectif était surtout de vous inciter à utiliser cette grille tridimensionnelle pour l'appliquer aux transformations du document numérique. Le numérique intervient fortement sur chacune des dimensions, le vu, le lu et le su. Les professions traditionnelles du document comme les bibliothécaires, les archivistes, les documentalistes s'en trouvent bouleversées. On parle même aujourd'hui d'architectes de l'information.